m'intéressait, ce qui m'intéresse toujours, et ce qui intéresse Philippe aussi énormément, c'est d'avoir une vision un peu globale d'un projet musical. Quand je suis arrivé ici, ça commence à faire un bon nombre d'années, presque une cinquantaine d'années. Évidemment, la beauté de l'église d'Arc-la-Bataille, ses qualités acoustiques exceptionnelles ne m'ont pas échappé. Et donc j'ai très rapidement organisé un peu sur le tas, un peu avec les moyens du bord, quelques concerts avec des amis musiciens dans l'église d'Arc, utilisant l'orgue ou ne l'utilisant pas. Il y avait ici un orgue assez médiocre, déjà placé sur le jubé à l'époque. Donc il y a une petite vie musicale qui s'est mise dans les années 80, qui s'est mise progressivement en place, une fois de plus avec les moyens du bord, de façon très simple. Mais évidemment, chacun voyait bien dans ces petites tentatives le potentiel extraordinaire de ce lieu. À cette époque-là, le maire, dont j'étais assez proche, était vraiment un passionné de la culture, et c'est quelqu'un pour qui la culture, le patrimoine, la culture vivante, même beaucoup la création artistique, je dirais, était un volet de sa politique, vraiment. Et donc, assez rapidement, début des années 90, l'idée, effectivement, d'avoir un instrument beaucoup plus intéressant s'est fait jour. Une vraie question s'est ouverte de savoir si on construirait un orgue de jubé. Moi, je suis arrivé alors que les décisions principales sur le plan du choix de l'instrument et de la facture étaient prises. Mais au moment où il fallait réfléchir à ce que pouvait devenir cet instrument, c'est-à-dire, une fois que sa construction serait achevée, qu'est-ce qu'une petite commune de 2500 habitants pourrait en faire? Donc tout de suite dans notre esprit, l'idée était que l'orgue faisait partie d'un concert instrumental, d'un concert vocal, et donc tout de suite aussi l'idée s'est fait jour de programmations dans lesquelles l'orgue prenait sa place, parfois en soliste bien entendu, mais en gros à part égale aussi avec le reste du concert instrumental et vocal. Ce qui nous intéressait dès ce moment-là, et aujourd'hui encore, c'est de dessiner un paysage artistique dans lequel les formes, les styles, les époques communiquent entre elles et constituent quelque chose qui est un peu ouvert, un paysage un peu ouvert. Donc quelle place donner à l'orgue, à cet orgue, dans quelque chose qui ne serait pas, surtout pas, un festival d'orgue ou un projet destiné uniquement à l'orgue. Très vite, en fait, c'était très naturel, c'est-à-dire que dès qu'on a choisi le nom d'Académie Bach, il n'y avait qu'à tirer sur la ficelle. Toute la musique de Bach, c'est une musique ouverte, c'est-à-dire qu'évidemment, comme le dit le titre de l'ouvrage célèbre de Dufour, que Bach, c'est le maître de l'orgue, mais c'est aussi le maître du clavecin, c'est le maître du violon, de la musique de chambre, etc., etc., etc. Donc, en se plaçant sous le parrainage de Bach, en choisissant le parrainage de Bach, finalement, on avait déjà répondu à la question. C'est-à-dire, l'orgue trouve sa place au milieu du reste de la musique. En interpellant des pièces, des chorales, voire des pièces libres au sein de la Saint-Jean, comme on l'a fait il y a quelques années, Saint-Jean dans laquelle le continuo était fait au grand orgue, ce qui change encore complètement la donne, bien entendu.
ben là, il y a une logique. Le public ne se demande plus pourquoi on lui joue un choral, un prélude de chorale. L'orgue aussi devient un instrument qui dialogue avec les chanteurs ou avec un orchestre quand il y en a un. Après un travail, hein, il faut bien le dire, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Ne serait-ce que la coordination. Hein, quand on est là-haut, la configuration, on la voit bien dans les images, l'organiste est le dos au chef. Bah après ce travail-là et surtout l'enthousiasme généré par cette écoute-là, les retours des chefs on revient l'année prochaine. Ceux à qui on l'a proposé l'ont accepté. Mais ils l'ont accepté aussi parce que j'avais fait en sorte déjà de choisir des gens dont je connaîtrais la réponse. C'est-à-dire des gens qui seraient curieux et qui auraient envie d'essayer quelque chose que justement ils ne faisaient pas et qu'ils pouvaient avoir envie de faire. Par exemple, avec Jean Tubéry et l'ensemble de la Fenice, bon, il n'avait pratiquement jamais eu l'occasion de pratiquer ainsi, mais quand je lui ai dit voilà, bah, ça c'est possible, maintenant tout de suite il a sauté dessus. L'ensemble Richard Carr aussi a réagi de la même façon. L'ensemble Clément Jeannequin a réagi de la même façon. Une des réactions un peu premières des chanteurs, par exemple, c'est de dire « Ah non, c'est trop fort. L'orgue est trop fort. » Parce qu'ils sont habitués justement à un petit bourdon qu'on n'entend pas, c'est-à-dire qui gêne personne. Et puis au bout d'un moment, on voit qu'ils y prennent goût. Des accords au grand orgue avec le plein jeu, bah, ça change la vie, ça change la musique. Et ça change leur approche rhétorique de la musique. Je pense que c'est vraiment un point fondamental et qui nous incite à réfléchir à ce qui est devenu la musique historiquement informée ou la musique ancienne. C'est-à-dire qu'elle est née d'une volonté de liberté, d'une volonté de créativité, d'émancipation, et finalement elle s'est enfermée au fil des années dans des choses qui sont des habitudes et qui sont devenues un petit peu des points un peu négatifs. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est certain que pour l'orgue, faire le continuo sur un petit orgue qui correspond à rien historiquement qui a jamais existé, qui est un petit peu quelque chose qui ne produit pas vraiment de son, c'est pratique. Mais est-ce que c'est de la musique? Est-ce que vraiment on est à l'optimum de ce qu'on peut faire? Mais c'est devenu une habitude parce que la pratique et l'économie ont dominé tout. Voilà. Et la chance que l'on a ici avec l'orgue qui a été construit, qui a été pensé comme ça, c'est-à-dire qu'on a quand même pensé au départ un diapason, il a fallu faire un choix, en disant que alors c'est pas un diapason historique, c'est un diapason compatible avec la vie de la musique ancienne aujourd'hui. Et puis un tempérament aussi qui est aussi un choix. Un Werkmeister 3 qui ne marche pas pour tout, mais qui correspond à des musiques qu'on a envie de défendre. Voilà. Mais ici, on a la chance de pouvoir faire comme ça. Donc finalement, ça a ouvert des horizons à des gens qui aujourd'hui ne pratiquent plus que comme ça. Je pense par exemple à l'ensemble Vox Luminis de Lionel Meunier, que j'apprécie énormément et qui est un ensemble qui vient très très régulièrement. Pour moi, une espèce d'idéal aujourd'hui en matière de musique du XVIIe et du XVIIIe. Les premières expériences de continuo au grand orgue, ils les ont faites ici. Et pour Lionel, ça a été une révélation. Un projet comme celui-là nécessite une économie un peu particulière qu'on a mis en place dès le départ et qu'on a développé petit à petit, c'est-à-dire qu'on a créé une structure associative, qui au départ était uniquement centrée sur l'événement de l'inauguration de l'instrument, voilà. Et puis comme la mayonnaise a pris tout de suite, on a réussi à présenter un projet à nos partenaires territoriaux, au ministère de la Culture, à la DRAC de Haute-Normandie, à la région Normandie, au département de Seine-Maritime, à la commune de l'Arc-la-Bataille, bien sûr, qui joue un rôle moteur dans un projet comme celui-là, et puis à l'agglomération de Dieppe-Maritime. Donc, effectivement, ce que nous avons fait, c'est construire un projet un peu global sur une structure permanente. L'Académie BAC, aujourd'hui, elle représente 3 salariés
temps plein. Nous avons des locaux qui sont mis à notre disposition par la commune, l'ancien presbytère d'Arques qui a été restauré et aménagé pour correspondre à notre utilisation. Et puis, effectivement, des moyens financiers permettant de monter régulièrement une passion, des cantates, des concertos pour orgue, enfin, de la musique de chambre, des concerts de clavecin, des choses qui ne sont pas forcément que musicales. Par exemple, on est très attentif au théâtre et au théâtre baroque. On a beaucoup travaillé avec Eugène Green et avec Benjamin Lazare. Oui, je suis venue de Jupiter. Oui, je suis un enfant de Byzance. Oui, je m'appelle Adèle et ça rime avec sauterelle. Mais il fallait livrer bataille. Toujours avec cette idée, si vous voulez, de construire un ensemble. C'est-à-dire, dans l'histoire de l'art, finalement, dans l'histoire des arts, l'espèce de mise en tiroir dans laquelle on vit aujourd'hui en disant, il y a d'un côté le théâtre, la musique, et dans la musique, il y a la musique ceci, la musique cela, la musique contemporaine, la musique d'orgue. Finalement, c'est un truc très récent et très bureaucratique. Jamais les artistes, dans notre histoire, ne se sont préoccupés de ce genre de choses. Ils ont toujours travaillé en communication, et je dirais en communion avec d'autres choses. Ils se sont intéressés à d'autres formes musicales, ils se sont intéressés à la peinture, ils se sont intéressés à la littérature, à la poésie, etc. Donc notre idée, c'est un petit peu ça, et on a structuré les choses en fonction de ce projet. L'orgue n'est pas le seul instrument à clavier. Je suppose que tu as donc réfléchi, monté déjà des projets avec d'autres instruments à clavier. La question de l'ouverture à d'autres claviers, elle est venue très très vite. Je ne saurais pas dire quand, mais j'ai vraiment l'impression que dès la deuxième ou troisième année, tout de suite, on est allé vers, évidemment, c'est naturel, c'est banal, mais vers le clavecin, vers le pianoforte, vers le clavicorde. Donc, dans la programmation, c'est venu très régulièrement. Et puis, au fil du temps, on s'est dit avec Philippe qu'il fallait aller plus loin. C'est-à-dire que, bon, l'orgue a une place très particulière quand même dans l'histoire, dans notre histoire tout court. Que ce soit dans l'histoire sociale, dans l'histoire religieuse, dans l'histoire artistique. C'est quand même une place très étonnante, quoi. Un instrument qui vient dans ses origines très lointaines du monde complètement profane et même païen, qui rentre à l'église péniblement, qui s'installe à l'église, dans les églises catholiques, dans les églises réformées ensuite, et qui du coup devient l'instrument d'église avec une image un peu négative, même c'est tellement l'instrument d'église qu'aujourd'hui dans les esprits, c'est quelque chose d'un peu qui fait un peu peur. Je vois par exemple dans notre pratique, nous on essaye très régulièrement de faire venir des enfants pour écouter l'orgue, pour découvrir l'orgue à l'église, et on voit des enfants des écoles, et on voit les parents qui nous disent « Mais qu'est-ce que vous faites avec mes enfants? Pourquoi vous les emmenez dans une église ?» Voilà. Donc il y a des tas de problèmes qui sont liés à cette histoire, mais c'est un instrument aussi finalement qui ouvre à tous les autres. C'est-à-dire qu'il est cousin ou il est lié à tous les autres instruments, à clavier. Et c'est très difficile de l'isoler, finalement, cette espèce de tendance qui s'est installée au fil des siècles avec cet orgue tout seul, là-haut, installé loin de tout, instrument unique. Je pense que c'est quelque chose qui correspond vraiment pas à la réalité de son histoire. C'est-à-dire que les organistes étaient clavecinistes, ils étaient clavicordistes, beaucoup clavicordistes en fait, quelque chose qu'on a perdu de vue, qui revient aujourd'hui, hein, grâce à tout un tas de jeunes musiciens, enfin, je pense évidemment à des Benjamin Allard et à d'autres. Hein. Ça nous ouvre naturellement à une réflexion en disant, bah, voilà, l'orgue a sa place dans notre histoire, dans l'histoire de la musique, mais
continuons à essayer de faire connaître au public, un public qui est quand même de plus en plus loin de tout ça, continuons à faire connaître cet univers qui est quand même fascinant des instruments à clavier. Il est fascinant parce que, d'abord, c'est une espèce de spécificité européenne. Il y a beaucoup d'instruments de musique merveilleux qui existent dans le monde entier, mais des instruments à clavier, il n'y en a qu'en Europe. Enfin, à leur origine, en tout cas. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette culture, dans ces civilisations, avec un intérêt pour la technique, un intérêt pour l'invention, un intérêt pour l'exploration des sons, la création des sons nouveaux. Évidemment, tout ce qui est lié à la création artistique à partir de ça, c'est-à-dire qu'il y a d'une part la machine, l'instrument, l'organone en définitive. L'instrument, c'est aussi le piano, c'est aussi le clavecin, c'est aussi tout ça. Et puis il y a les répertoires qui vont avec. Donc le projet principal d'avenir de l'Académie Bach aujourd'hui, même si évidemment on veut continuer ce qu'est l'Académie Bach, c'est-à-dire un festival, des résidences d'artistes, du travail pédagogique et de l'action culturelle, ça on veut le continuer bien sûr. Mais le projet d'avenir pour nous, c'est de réunir des instruments à clavier, historiques si possible, ou des copies, ou des facsimilés, et puis vraiment de les faire connaître au public, de les faire jouer, de les intégrer à la pédagogie, de faire en sorte que des élèves qui jouent de l'orgue, mais jouent aussi du clavecin, qui viennent jouer aussi du clavicorde, et inversement. C'est-à-dire qu'on facilite ces croisements et ces passerelles qui, à mon avis, sont très fructueux pour l'imagination artistique. C'est-à-dire que plus on découvre ces sons, plus on découvre la différence qu'il peut y avoir entre un Broadwood de 1820 et puis un Pleyel de 1840. C'est des mondes. Et il faut qu'on essaye de rendre ça, de garder vie à tout ça. Ça, c'est un instrument que j'aime beaucoup, qui n'est peut-être pas très à la mode aujourd'hui, mais que je trouve fascinant. Donc c'est un clavecin de la maison Pleyel qui date de 1931. C'est exactement le modèle que joue Wanda Landowska dans son enregistrement des variations Goldberg qu'on trouve encore aujourd'hui. Alors c'est un instrument qui est une espèce de mélange, d'hybride entre le piano et le clavecin. Il y a évidemment la mécanique du clavecin avec les cordes qui sont pincées par le bec sur le sautreau, mais il y a aussi un cadre en métal qui tient les cordes, comme dans un piano, qui supporte la tension. Et puis toute une mécanique à l'intérieur qui me fait plus penser au Nautilus du capitaine Nemo qu'à autre chose. C'est vraiment un instrument, c'est l'instrument de Jules Verne en fait, une espèce d'invention technique et technologique extraordinaire qu'on comprend quand on sait que la maison Pleyel à l'époque était dirigée par un polytechnicien. Donc on imagine très bien la boîte à idées qui devait fourmiller à ce moment-là. Comment est-ce qu'on pourrait construire un clavecin aujourd'hui? Voilà, ce serait fascinant de trouver les plans, par exemple, pour voir comment c'était fait. Et ce qui est fantastique dans cet instrument, c'est que la dernière propriétaire qu'il a eue, à qui on l'a acheté, m'a dit qu'elle l'avait fait accorder pour la dernière fois il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Et quand on l'écoute aujourd'hui, voilà, il n'y a pas toutes les notes, il n'y a pas toutes les cordes, c'est irrégulier. Mais enfin,
absolument extraordinaire de voir la stabilité de cet instrument. Donc ça veut dire aussi comment ça a été pensé, comment il a été conçu. Tu nous fais quelques harmonies dessus? Voilà un petit clin d'œil à Wanda Landowska. Alors celui-ci, c'est aussi une pièce très touchante et très attachante. C'est un clavecin de la maison Gaveau qui date de 1914, qui n'est pas du tout en état de jeu pour l'instant, mais il n'y a pas grand-chose. Enfin, ce ne sera pas une restauration gigantesque, je pense. Donc là, on est vraiment dans une conception qui est une conception d'un clavecin assez traditionnel, mais repensé dans l'esprit début 20e, c'est-à-dire un clavecin pour jouer Bach, donc on appelait ça un clavecin Bach avec toutes les guillemets qu'on peut mettre, c'est-à-dire avec un 16 pieds, 16-8-4, de façon à avoir quelque chose qui soit dans ce qu'on imaginait être le son Bach à l'époque. Et à cette époque-là, la maison Gaveau était, pour les clavecins en tout cas, était dirigée par une personnalité très importante et intéressante qui était Arnold Dolmetsch. Dolmetsch, donc, qui était parti chez Chickering à la fin du 19e siècle pour faire des clavecins, a été, voilà, la maison de Chickering a fermé l'atelier de clavecin, et en 1912, Dolmetsch est revenu en France, et entre 12 et 14, il a lancé la construction de clavecins, d'épinettes, de clavicordes chez Gaveau. Voilà, Gaveau, comme Pleyel, comme Erard, voulaient faire des clavecins, parce que c'était un peu à la mode. Donc ils ont lancé toute une fabrication avec quelques instruments. Ça, je pense que c'est vraiment un des plus anciens, 1914. Ceux qui sont à la Philharmonie sont plus récents, par exemple, c'est 1930. Donc c'est un petit peu déjà une autre esthétique. Là, c'est vraiment... Enfin, on peut imaginer vraiment que l'instrument a été fait sous la direction et avec la participation active de Dolmetsch. Donc c'est très touchant. It's